Donc ça, c'était exactement l'illustration que vous avez dans votre petit catalogue. C'est donc un détail, et un des très beaux détails, je veux dire, de cette flagellation. C'est toute la partie de l'extrême gauche, reportée par Piero tout au fond de la composition. C'est le Christ et ses deux bros, avec un effet de perspective absolument hallucinant au niveau des carreaux du sol, comme vous pouvez voir, et une somptueuse perspective classique qui nous montre bien déjà tout l'intérêt que Piero portera à l'architecture, et notamment, disons, à cette reviviscence de l'architecture classique dont il sera un des principaux artisans. C'est aussi une façon de vous montrer que le tableau n'est pas en bon état, c'est vrai. Il y a des manques, et certains manques sont assez graves et gênants, comme par exemple au beau milieu du visage du Christ, comme par exemple aussi des restaurations assez visibles, je dirais, dans la robe assez opaque, trop opaque même, du deuxième bourreau. Puis surtout, c'est trop petit, alors on va voir quand même l'entier. Voilà donc l'entier du tableau. Il est aujourd'hui conservé à Urbino, et je ne vous l'explique pas du tout maintenant parce qu'il faudra qu'on développe toute une série d'idées pour arriver à bien comprendre une des visions les plus originales, en même temps qu'encore les plus énigmatiques de la flagellation du Christ, reportée donc à l'arrière-plan avec ce singulier groupe de 3 personnages au tout premier plan. Alors là, vous voyez encore mieux que tout à l'heure cet admirable étalon du nombre d'or que Piero della Francesca a développé dans cette architecture, l'une des plus virtuoses de toute sa carrière. Alors, avec Piero della Francesca, nous arrivons aujourd'hui donc dans une nouvelle ville, la ville de Urbino, et nous arrivons du même coup dans une nouvelle année, c'est l'année 1460, qui est une année extraordinairement importante pour la Renaissance italienne, pour l'Italie, et je dirais même pour le monde entier. C'est une de ces années qu'on pourrait appeler une année charnière, si j'ose dire. Donc je me suis amusé à vous dresser, c'est un procédé que j'utilise souvent, je sais, mais ne m'écrivez pas pour me dire, je sais. Je me suis amusé à dresser une toute petite gazette de ce qui se passait un tout petit peu dans cette année 1460. Je trouve, moi, que ça fixe bien les choses et ça permet de voir dans quel contexte un artiste et une œuvre s'inscrivent. Alors d'abord, première des choses, en 1460, on fêtait le 40e anniversaire de Piero della Francesca, ce qui est quand même déjà pas si mal, mais c'est important de vous rappeler donc que vous avez eu devant vous, vous allez avoir de nouveau plus tard, la peinture d'un homme qui est en pleine possession de ses moyens. Les 40 ans de Piero, c'est vraiment le très grand moment. Il est en train de terminer le cycle d'Arezzo, il commence à prendre un peu de repos dans cette cour bénie qui est la cour des Montefeltro à Urbino. Il est connu, il est respecté, c'est vraiment un très très grand moment pour lui. Donc il a 40 ans. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe des choses qui nous touchent tout droit au cœur, puisque les Suisses, en 1460, enlèvent la Turbevie à Sigismond du Tyrol. Ah, pareil, vous ne le saviez pas ou vous l'aviez oublié, mais toujours est-il, la Turbevie se rattache à la Suisse. Deuxièmement, Charles VII de France meurt et Louis XI lui succède en cette même année 1460. Une guerre a signalé au sud de l'Italie. Jean d'Anjou, représentant des intérêts angevins, évidemment, entre en guerre contre Ferrand de Naples, et c'est le début de toute cette lente pénétration des Anjou, d'abord sur le royaume de Naples, et, comme vous le savez, ensuite sur le royaume de Sicile. 1460, c'est la date de la bataille de Sarno, et la première défaite de la maison légitime de Naples, Ferrand donc, devant l'implacable force des Angevins. Dernier élément européen, disons, à situer, un très grand pape est sur le trône pontifical, il s'agit de Pie II, et avec un machiavélisme, c'est d'ailleurs le moment de commencer à en parler de celui-là, avec un machiavélisme donc, et en même temps, je veux dire, une prudence extraordinaire, Pie II allie et désallie ces maisons princières d'Italie qui sont en train de faire et de défaire le concept même d'Italie. Je veux dire, ma phrase est un peu littéraire, mais elle prétend simplement vous dire, il y a maintenant de très grandes maisons au pouvoir, les Est, les Malatesta, les Montefeltro, les Médicis, bien d'autres encore, et ces gens-là, ces cours-là, prétendent toutes à l'hégémonie, bien entendu. Et c'est le pape Pie II qui, en fait, essaye sans cesse de contrebalancer la politique d'hégémonie de chacun d'entre eux, de façon à garder à l'Italie cet aspect mosaïqué qui, entre nous soit dit, convient très bien aux intérêts du pape. Inutile de dire, plus l'Italie sera divisée, plus lui régnera, bien sûr, sur son trône de Rome. En dehors de ça,
Que vous dire encore? Oui, qu'en 1460, à Anvers s'ouvre la première bourse internationale de commerce. Je vous ai beaucoup parlé de commerce la semaine passée, à propos de la Florence du temps d'Uccello, mais vous voyez, ça a porté ses fruits. En 1460, une bourse internationale est ouverte à Anvers, et c'est dès ce moment-là que Anvers prend cette place prépondérante qu'elle a gardée encore aujourd'hui, au moins dans certains domaines. Un peu plus loin que chez nous, apprenez encore que les Turcs, en pleine expansion, viennent de prendre Athènes et qu'ils s'installent à Athènes, où en fait ils seront maîtres jusqu'au XIXe siècle, comme vous le savez. Et que beaucoup plus loin encore, les Siamois prennent et pillent une ville dont on va beaucoup entendre parler ces temps-ci, c'est la ville de Angkor, dans l'actuel Cambodge. Autrement dit, 1460, c'est la fin du Cambodge khmer, c'est la fin de la grande civilisation khmer et le début donc de l'occupation siamoise, pour ne pas dire encore thaïlandaise. Donc vous voyez que, bon, à part ces deux éléments que j'ai ajoutés simplement comme ça par rappel, mais vous voyez que nous sommes vraiment dans un Occident qui est en train de se faire et prendre un peu ce visage, entre guillemets, moderne, que la fin du XVe siècle va définitivement définir. En restreignant maintenant le champ à l'extrême, je vous apprendrai qu'à Florence, parce que c'est aussi de Florence que nous allons parler aujourd'hui, et Florence est toujours la tête de pont de la Renaissance naissante, à Florence règne encore en 1460 Cosme l'Ancien. Oh, il est très vieux, il a 71 ans, et 10 jours après jour, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, que le pouvoir, il en a assez, que le pouvoir est pour lui usé, que le pouvoir, il n'en veut plus, et qu'il va céder la main. Et bien, bel et bien, en septembre, il cède la main à son fils, Pietro il Gottoso, Pierre le Goutteux, dont je vous ai parlé la semaine passée, qui, à l'âge de 44 ans, en dépit de ses rhumatismes, prend donc la place de gonfalonier de justice à Florence. Je vous rappelle qu'il sera le dernier gonfalonier de justice, puisque son fils, Laurent, deviendra lui prince de Florence. Et le petit Laurent est déjà là, il fait son 11e anniversaire dans les sucres d'orge et les bougies, évidemment. Donc vous voyez que là aussi la dynastie Médicis est au fait de sa gloire. Il y a encore le vieux conseiller, il a encore 6 ans à vivre, le vieux Cosme. Il y a l'homme de pouvoir, le fils, 44 ans, pleine possession de ses moyens presque. Puis il y a déjà le petit dernier qui commence à se faire l'œil à César, dont il sera le plus grand illustrateur. Sur le plan maintenant des arts à proprement parler, toujours à Florence bien entendu, on pourrait reprendre cette fameuse liste de la dernière fois, mais je l'ai un petit peu précisé. Au niveau des humanistes, le fameux Leone Battista Alberti, dont je vous ai parlé comme un des plus grands théoriciens de la Renaissance, à 54 ans, l'âge d'un patriarcat aimable, cependant que la relève est déjà prête avec un être brillantissime qui s'appelle Marsile Ficin. Il sera le grand humaniste du temps de Laurent. Il a à ce moment-là 27 ans et il est le disciple de Alberti. C'est fabuleux de se dire qu'à côté de chez les Médicis, dans un bureau, il y a M. Alberti et M. Marsile Ficin déchiffrant le grec, le latin, l'hébreu, s'essayant à l'araméen, voire même au hiéroglyphe égyptien. Vraiment, ça devait être une ambiance absolument extraordinaire. Art plastique, Brunelleschi est mort depuis longtemps, depuis 14 ans. Ghiberti est mort depuis moins longtemps, 5 ans. L'architecture à Florence est donc tenue par Michelozzo, qui est l'architecte officiel de la famille de Médicis. Michelozzo qui commence déjà un peu à se faire vieux. Il a 64 ans à ce moment-là. Sculpture, Donatello vit toujours, c'est un très vieux monsieur de 74 ans. Et un petit peu moins âgé que lui, et encore plus prolifique, il y a Luca della Robbia, qui dans ces années-là décore tout Florence de ses fameuses céramiques polychromes. Luca della Robbia qui a 61 ans, mais heureusement pour lui, 6 fils qui travaillent dans le même esprit, ce qui fait que la bottega marche parfaitement bien. Merci. Nous en arrivons maintenant à la peinture. L'un des plus grands peintres de tous les temps, Masaccio, devrait vivre, ça c'est vraiment une absurdité de conférence, mais j'avais tellement envie de vous le montrer celui-là. Masaccio devrait vivre, mais il est mort depuis 32 ans déjà. Mais souvenez-vous, il n'avait même pas 30 ans lorsqu'il est mort, donc il devrait être en pleine vie. Hélas, il est mort. Voilà ce père de la Renaissance aux côtés de Uccello, et ce que j'ai choisi de vous montrer, c'est une des visions sans doute aucun des plus bouleversantes de Masaccio, c'est la fameuse crucifixion aujourd'hui au musée Capodimonte de Naples. Une vision absolument
extraordinaires, surtout l'image de la Madeleine, cette Madeleine qui ouvre ce manteau rouge comme une espèce de grand hurlement. C'est une des visions les plus dramatiques, en tout cas, que Masaccio ait créé. Donc Masaccio est mort. Ensuite, de quoi? Deuxième peintre, Fra Angelico. Fra Angelico, lui aussi, est mort, mais depuis très très peu de temps. Il est mort depuis 5 ans. Donc, l'ombre du grand peintre et du grand créateur de San Marco est encore vivante par ses élèves et ses disciples à l'école. Et donc, cette vision très éthérée, cette vision très paradisiaque de la cause christique a déjà sa relève et sa reprise assurée par les disciples directs de Fra Angelico. Masaccio Fra Angelico, c'est la rubrique, j'ose dire, nécrologique de la Florence de 1460. Cependant que tous les autres que je vais citer, ce sont des peintres qui vivent, ce sont des peintres qui ont côtoyé Piero della Francesca, ce sont des peintres auprès desquels, pour les vieux, Piero della Francesca est allé demander conseil, pour les jeunes, qu'il a pu lui aussi conseiller. Et vous allez voir, la brochette est formidable. Uccello est le plus vieux, si l'on peut dire, avec 63 ans. Nous sommes à l'âge où, en fait, les fameuses batailles, notamment celles que vous retrouvez, le détail tout au moins maintenant sous vos yeux, les fameuses batailles peintes pour les Médicis, qui sont encore toutes fraîches, pourrait-on dire. Pour les Médicis encore, un autre très grand artiste en pleine possession de ses moyens aussi, 40 ans, comme Piero, il est donc son exact contemporain, c'est Benozzo Gozzoli, et vous retrouvez ici de Gozzoli une peinture extrêmement connue, c'est ce fameux cortège des rois mages, peint pour le Palazzo Medici-Riccardi, et dans lequel vous savez que les mages sont en fait des membres de la famille Médicis, notamment le petit jeune homme en bleu avec son guépard préféré sur la croupe, c'est justement le petit Laurent de 11 ans dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler en l'occurrence une peinture d'actualité. Juste à côté, je veux dire, de Florence, passant par Florence régulièrement d'ailleurs pour s'y renseigner et pour s'y enseigner tout simplement, l'immense peintre qu'est Antonello de Messine. Antonello de Messine qui a tout juste 32 ans en ces années-là. Et de lui, j'ai choisi comme emblème un tout petit tableau, parce que ça fait 42 cm de hauteur si j'ai bonne mémoire. C'est Saint Jérôme à l'étude, qui est une image, je dirais, mythologique de l'humaniste type, de l'humaniste idéal, donc du Marsile saint que j'évoquais tout à l'heure, Saint Jérôme. C'est par excellence le grand saint qui représente la soif de savoir et l'immensité du savoir à la Renaissance. Je pense inutile, et d'ailleurs j'en ai pas vraiment le temps, mais de vous montrer toute l'intelligence en même temps que l'insolite de ce tableau, avec ces deux prises sur le paysage à droite et à gauche, l'une par une fenêtre, l'autre par une sorte de portique, prise de lumière un peu à la flamande, pourrait-on dire, le tout traité néanmoins dans une sorte de sévérité qui correspond parfaitement à l'esthétique florentine de l'époque que nous traversons, soit donc des années 1460. Un peu plus jeune maintenant, il n'a pas encore 30 ans, un peintre qui lui aussi fera immensément parler de lui, mais un peu plus au nord que Florence, c'est Andrea Mantegna, qui vient tout juste d'entrer au service de la famille de Gonzague et qui vient donc tout juste de prendre ses quartiers à Mantoue. Alors voilà, pour illustrer donc ce parallélisme absolu, Piero della Francesca et Andrea Mantegna, la fameuse Notre-Dame de la Victoire, un sujet qu'au fond, vous verrez, Piero della Francesca traitera aussi, mais d'une façon radicalement opposée, je dirais. Ce tableau admirable est aujourd'hui au Louvre, et il est donc là pour emblématiser notre Andrea Mantegna. Dans les jeunes, mais quand même déjà peintres, nous devons citer bien sûr Botticelli. Botticelli est immensément jeune, il vient d'avoir 16 ans. Il n'empêche que ses premières commandes, il les a reçues déjà. Ses premières commandes, il les a livrées déjà. Et vous savez que le destin de Botticelli sera un peu le destin de Laurent le Magnifique, auquel il est parfaitement associé d'ailleurs. Donc dans ces années 1460, Botticelli, comme Laurent, se prépare à faire éclater l'immense renaissance des arts, l'immense renaissance florentine, qui verra le jour dès les années 1470. 70-80 à peu près. En tout cas, dans ce fragment de fresque, vous avez déjà tout cet idéalisme arcadien, infiniment léger, infiniment dansant, qui fera la célébrité et la grandeur de Botticelli. Nous avons parlé, souvenez-vous, ou évoqué en tout Ghirlandaio,
Lui est encore plus jeune, il a 9 ans, mais il travaille déjà depuis 2 ans dans un atelier d'artiste, à broyer les couleurs, à préparer les gypses. Autrement dit, il est en train déjà d'apprendre son métier. Donc nous sommes bien loin encore, il faudra attendre 20 ans pour qu'il peigne ce merveilleux portrait, mais j'y avais fait référence déjà une fois, peut-être même 2 fois, l'admirable Dame Tornabuoni de la collection Thyssen. Je me devais donc de vous la montrer parce que c'est certainement le plus parfait, le plus beau et le plus admirable, le plus énigmatique aussi des portraits de la Renaissance florentine. Un portrait de silence et de temps suspendu qui vraiment déclenche toute la fascination du spectateur. Donc tout jeune, notre Ghirlandaio. Et il y a encore plus petit, mais je crois qu'il fallait le citer, il y a déjà à Florence un gosse pas possible qui a 7 ans et qui s'appelle Léonard. On l'appellera bientôt Léonard de Vinci. Et nous savons que tout enfant, Léonard a été amené par ses maîtres voir les œuvres de Piero della Francesca, dont il dira tout au long de sa vie, et notamment plusieurs fois dans ses carnets, qu'il avait pour lui une immense admiration. Simplement, puisqu'on a passé comme cela assez vite, je vous rappelle qu'autour de Piero, avec Piero, avant lui et après lui, il ne faut pas oublier tous les noms que j'ai cités tout à l'heure: Masaccio, Frangelico, Uccello, Gozzoli, Antonello de Messine, Mantegna, Botticelli, Ghirlandaio, Léonard de Vinci, et encore j'ai eu beaucoup de peine à n'en trier que 9, car il y a encore tous les autres. Autrement dit, nous sommes, une fois de plus, dans une cité idéale, à un moment idéal, et Piero en sera une des chevilles idéales. Je vous disais que dans l'année 1460, il est au fait de sa gloire, c'est donc maintenant le moment de nous concentrer sur lui, et donc d'évoquer en quelques mots des points de biographie. Très peu d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, car nous savons peu de choses de la vie de Piero, très peu de choses. Vasari, dans ses vies, avait une telle admiration pour Piero della Francesca qu'en fait, il a créé une véritable biographie. C'est une espèce de légende dorée de Piero della Francesca, légende à laquelle tous les documents qu'on a pu retrouver nous montrent avec quelle prudence il faut prendre les propos dithyrambiques de Vasari. Par exemple, quand il raconte que dans son berceau, Piero della Francesca, c'est assez mignon d'ailleurs, c'est un peu cru, mais enfin c'est Renaissance. Piero della Francesca utilisait tout ce qu'il trouvait, de la soupe, et s'il n'y avait pas de soupe, ses propres excréments, pour dessiner sur ses draps dans son berceau. Bon, c'est très joli, j'entends, mais j'entends une vie entière menée avec ce genre d'arguments n'a pas grande chance d'être une vie historique. Autrement dit, en oubliant un petit peu Vasari et son outrance d'enthousiasme, il nous reste très peu de choses, vous disais-je. On a des signatures de testaments, on a des signatures de commandes, de contrats de commande, on a des récépissés, on a des choses comme ça, mais très peu de choses. Et il y a beaucoup de pages de la vie de Piero della Francesca qui en fait nous manquent encore. Mais vous savez que d'ici peu de temps, au fond, dans 2 ans, on fêtera Piero della Francesca pour l'inauguration, la réinauguration du cycle d'Arezzo, qui sera poussé et restauré à ce moment-là de façon, entre guillemets, définitive, et il y a grande chance que les chercheurs se remettent au travail et donc illuminent un peu ce personnage assez mystérieux. Ce que nous savons donc, c'est qu'il est né à Borgo San Sepolcro, que vous ne cherchez pas, s'il vous plaît, dans votre guide bleu, vous ne le trouveriez pas, il faut chercher sous San Sepolcro. À l'époque de Piero, la ville ne s'appelait que Borgo San Sepolcro, le bourg du Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, Borgo a disparu et c'est San Sepolcro que vous trouverez tout près d'Arezzo, donc. Et il est né en tant que Piero de Benedetto de Franceschi, dont le métier était d'être cordonnier et tanneur. Benedetto de Franceschi, cordonnier et tailleur. Ça nous savons. Mais nous ne saurons jamais quelle date et même pas quelle année. Les historiens d'art se battent encore, j'ai donc pris la fourchette idéale. Le plus tôt qu'on le fasse naître, c'est 1416, le plus tard qu'on le fasse naître, c'est 1420. Quelque part dans ces 4 ans, vous choisissez entre 1416 et 1420. Donc, ce que nous allons retenir pour simplifier, c'est entre 1416 et 1420, naît un certain Piero de Franceschi, qui se fera appeler Piero della Francesca.
Ensuite commencent bien entendu ses études. Il doit entrer tout gosse chez un peintre parce que son père en a ainsi décidé, et donc il broie les couleurs, il prépare le gypse, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais chez qui, nous ne le savons pas. Là encore, les archives sont muettes. On cite un certain Antonio d'Anghiari parce que c'est très pratique. C'était un peintre assez réputé qui était venu travailler pour Borgo San Sepolcro, donc on se dit le père aurait pu profiter de la présence de ce maître pour installer son petit Piero là. C'est possible, mais aucune preuve en tout cas. Et chose curieuse, Piero da Francesca, qui parlera beaucoup tout au long de sa vie, ne citera jamais le nom d'un maître. Donc, nous ne savons pas qui l'a formé. Ce que nous savons par contre, c'est que c'est en 1439 que est signalée sa première activité, ce premier, si vous voulez, travail. Il collabora avec Domenico Veneziano, un immense peintre de son temps, à un cycle de fresques pour l'église San Egidio de Florence. Autrement dit, il a dû entrer son travail d'apprentissage terminé dans une bottega illustre, parce qu'il était déjà, si j'ose dire, un jeune plein de promesses, et ça a été la bottega de Veneziano. Il a donc dû s'associer au destin de Veneziano et le suivre à Florence, et il a travaillé pour ces fameuses fresques de San Egidio. Vous rêvez de voir, vous ne verrez pas, il n'en reste pas un trait de pinceau. Elles ont entièrement disparu au cours du XVIe siècle, malheureusement. Un peu plus tard, et vous voyez qu'au fond ce destin est un peu celui que nous avions déjà évoqué à propos de Giotto et même d'Uccello, on attend les premières preuves et puis on commande. Un peu plus tard donc, en 1445, c'est sa première commande à lui, Piero della Francesca, et non pas à Domenico Veneziano plus assistant. 1445 donc, la compagnie de la Miséricorde de Borgo San Sepolcro lui commande un polyptyque pour le maître-autel de l'église de la ville. Autrement dit, les gens de sa ville lui commandent un retable du fils de Borgo San Sepolcro, qu'est Piero della Francesca. Et il livre ce magnifique retable composé de 22 panneaux peints, qui est aujourd'hui encore, d'ailleurs, nous le verrons tout à l'heure, à San Sepolcro, plus dans l'église, mais à la pinacothèque communale. Après ce premier coup d'envoi, comme toujours, on parle, on cause, on dit, la réputation se fait, et donc, Piero da Francesca commence la carrière itinérante qu'ils ont tous eue. Il est appelé à Ferrare, je vous donne les étapes fondamentales, il est appelé à Ferrare par la famille d'Este, et nous savons que pour le duc Borso d'Este, il peindra des fresques à sujet religieux au Castello Estense, c'est-à-dire la fameuse grande reggia du centre de Est. Ces fresques, vous rêvez de les voir, vous ne les verrez pas, elles ont été détruites en 1469 déjà par un descendant de Borso qui trouvait cette peinture archaïque et donc vieillie. Il profite pour peindre à Ferrare, toujours dans l'église San Agostino, des fresques superbes, vous rêvez de les voir, vous ne les verrez pas, elles ont disparu au XVIIIe siècle. Après l'étape de Ferrare, dont il ne reste rien que quelques souvenirs et les propos dithyrambiques de Vasari, notre Piero della Francesca se déplace et va à Rimini, et il prend du service auprès de la famille des Malatesta. Et c'est pour la toute neuve, toute somptueuse église que vient de s'offrir, on peut le dire, Sigismond Malatesta, qu'il peint, au fond, la première fresque que nous conservions, la première fresque de lui que nous ayons. C'est le fameux Sigismond Malatesta devant son patron Saint Sigismond, que vous allez voir dans un instant, bien entendu. Et quand vous la verrez, vous serez assez étonné, parce que à peu près tous les historiographes vous disent, voilà la première fresque de Piero. On se dit, mais c'est miraculeux, manier la fresque comme ça, manier l'espace avec une telle aisance. Oui, mais je me permets de vous rappeler qu'il y a tout Ferrare et certainement d'autres œuvres encore dont nous n'avons pas mention, qui ont été faites, qui ont préparé le métier du mur chez Piero della Francesca, mais œuvres qui ont entièrement disparu. Après donc l'étape de Rimini, on le retrouvera à Perugia, Pérouse si vous préférez, où il peindra un grand retable que je vous montrerai. Retour ensuite à Borgo, où il peindra un grand retable que je vous montrerai également. Donc vous voyez que jusqu'à présent, dans ces années qu'on peut appeler les années de jeunesse,
Il tourne dans l'Italie moyenne et du Nord, pourrait-on dire, Borgo, Ferrare, Rimini, Perugia, retour à Borgo. Il tourne là autour et termine au fond cette période de formation par, alors là, la consécration. La consécration, c'est l'appel à Rome par le pape. Et ça, alors, il faut bien que vous soyez attentifs, bien que je ne puisse pas vous montrer. Il faut que vous soyez attentifs parce que le pape Pie II a entendu parler de ce jeune Piero della Francesca, le fait venir de Borgo et en fait lui propose la décoration des appartements pontificaux. Piero fera cette décoration, du même coup fréquentera beaucoup la cour pontificale, ça sera très important pour tout à l'heure. Beaucoup également le pape, qui a un immense intérêt pour les artistes, aime prendre le temps de bavarder avec eux, discuter avec eux, et surtout les catéchiser, parce qu'alors Pie II, je vous assure, c'est quelque chose. Donc au fond, Piero aura un contact très, comment vous dire ça, très étroit avec le très haut clergé, et même, on peut le dire, avec le pape, pendant pas loin de 2 ans. Ça va être déterminant pour sa naissance en tant que génie, c'est-à-dire les fresques d'Arezzo qui viendront un petit peu plus tard. Donc souvenez-vous-en. Quant aux fresques, vous aimeriez les voir. Alors, elles sont entièrement détruites, donc il n'en reste rien. Mais dans des conditions, j'ose dire, pires que jamais, puisque le responsable de cette destruction, c'est le grand Jules II. Jules II, qui se fait faire de nouveaux salons, trouve les œuvres de Piero complètement gothiques, il les fait donc piquer, c'est-à-dire détruire au marteau, pour permettre à Raphaël de peindre la messe de Bolsena. Autrement dit, on s'évanouit aujourd'hui de bonheur devant la messe de Bolsena de Raphaël, mais quand même, il faut se souvenir qu'elle a coûté la vie aux fresques de Piero della Francesca, qui étaient dessous, mais qui sont naturellement complètement irrécupérables. Tout a été entièrement martelé, hélas. Et je dirais que cette étape de Arezzo termine, pourrait-on dire, termine la jeunesse de Piero. Donc maintenant, nous allons faire ce périple, donc, qui nous amènera Borgo, Ferrare, Rimini, Perugia, retour à Borgo, Rome, que vous ne verrez pas, et ensuite nous serons à même d'aborder un Piero della Francesca plus que reconnu, plus que célèbre, bien sûr, dans le fameux cycle de la légende de la croix de Arezzo, un des plus beaux cycles de fresques de l'histoire de la peinture. Alors pour l'instant, voici la première œuvre de Piero della Francesca. C'est ce fameux polyptyque qui a été commandé par la ville de Borgo pour l'église Dôme de Borgo, pour le métropole. Un fils de Borgo allait enfin pouvoir parler la langue des dieux, c'est-à-dire le langage de la peinture. Le polyptyque, je vous l'ai dit tout à l'heure, comporte au total 29 panneaux juxtaposés dans une architecture de bois sculpté et doré. Et chose miraculeuse, ce polyptyque n'a pour ainsi dire pas bougé. Je veux dire par là, il est gardé aujourd'hui à la Pinacothèque de San Sepolcro dans l'état ou presque où Piero della Francesca l'a livré. On a simplement enlevé les architectures en bois doré parce qu'elles avaient été de toute façon à ce point restaurées au 19e dans le style néo-gothique qu'elles tuaient complètement l'œuvre. Alors le panneau central est ceci, une fabuleuse Vierge de Miséricorde, avec bien entendu les habitants de Borgo et les donateurs dans le manteau. Un thème bien particulier au XVe siècle, dont je vous ai dit que c'était le siècle où a triomphé le culte marial, l'iconographie mariale. Alors cette Marie, mère de l'humanité, un peu comme Isis étendant ses bras sur l'humanité, donc c'est à peu près la même image, disons bien. Cette image-là est donc très propre à l'époque, et ce n'est pas une innovation, je dirais, du tout de Piero della Francesca. Par contre, l'immense monolithisme de la Vierge, ce côté colonne du temple, alors là c'est tout à fait nouveau, car nous sommes dans une époque où au contraire la Vierge s'infléchit, la Vierge devient la dame de toutes les grâces, et là Piero renoue avec une tradition qu'on pourrait presque dire un peu byzantinisante, tellement il la rend axe de son tableau et donc axe du monde. Ça, c'est le panneau central. Tout autour, il y a bien entendu des saints et des pères de l'Église, et au-dessus, en 2 panneaux comme le veut la tradition, une annonciation, l'ange au-dessus des volets de gauche, la Vierge au-dessus des volets de droite. Je vous la montre pour que vous voyez, là encore, l'habileté extraordinaire de celui qui en est vraiment à sa toute première commande, car cette œuvre-là, c'est la toute première commande. Et tout en haut, pour
fêter l'ensemble, tout en haut, il y a une crucifixion dont je crois pouvoir dire sans hésitation qu'elle est aussi belle que celle de Masaccio que je vous ai montré tout à l'heure. Moins dramatique, je veux bien. Le tempérament de Masaccio l'amène à un pathétisme beaucoup plus grand, une violence beaucoup plus grande. Chez Piero, il y a beaucoup plus de classicisme, mais alors ce classicisme est tellement monumental, surtout dans l'image de la Vierge ici, qu'il en est absolument bouleversant. Je vous fais remarquer à quel point et la Vierge et Jean sont au fond immensément plus grands que ce Christ qui du coup se reporte spatialement très loin et a donc l'air de planer au-dessus du polyptyque de façon très troublante, d'autant que la croix ne se devine qu'à peine. Il devient donc une sorte de symbole, il devient donc une sorte de vision. Deuxième tableau que je suis à même de vous montrer, un tableau extrêmement intéressant, c'est un Saint Jérôme méditant, vraisemblablement peint pour la famille d'Este. Ça, c'est donc la seule façon par laquelle je puisse emblématiser ou commémorer, si vous voulez, la petite boucle par Ferrare qui a aujourd'hui malheureusement perdu ses dernières traces. Sauf peut-être ce tableau-là. Un Saint Jérôme en prière, que vous voyez bien, qui est inachevé d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, peut-être peint pour Borso d'Este. Peut-être. Cette œuvre qui est petite, c'est une œuvre de piété privée, je dirais, 55 cm de hauteur, est aujourd'hui à Berlin. Alors, je vous disais à l'instant, l'œuvre est inachevée, de façon assez curieuse d'ailleurs. Le Jérôme et toute la partie droite du paysage sont encore traités complètement en camailleux, vous voyez, mais les indications, les utilités sont achevées. Le chapeau de cardinal, le livre de Jérôme, la discipline qui se trouve là. Et au fond, on dirait que la seule chose qui a passionné Piero dans cette commande, c'est le paysage. Et je pense que vous avez eu le temps de voir que c'est un des premiers paysages absolument magistraux de l'histoire de la peinture italienne. Je dirais même, le jour où Piero arrivera à Florence et que très vraisemblablement il verra la chasse de Uccello, il devra avoir le cœur qui bat en se disant qu'au fond, ils comprennent à eux deux, Piero et Uccello, la nature de la même façon. Parce que c'est fou à quel point, en fait, l'idée de forêt, l'idée de profondeur, l'idée d'infini est traitée de façon frère, si j'ose dire, et par Piero dans cette œuvre encore de jeunesse, et par le très vieil Uccello dans la chasse de Oxford que nous avons vu mardi passé. Après l'étape de Ferrare, vous vous souvenez que notre Piero della Francesca va à Rimini rendre service auprès des Malatesta. Donc, voilà devant vous un des plus beaux portraits d'hommes de la Renaissance, c'est le portrait de Sigismo Malatesta par Piero della Francesca. Ce tableau-là a été très vraisemblablement exécuté par Piero comme une sorte d'œuvre d'introduction, si vous voulez, une œuvre de présentation, pour, au fond, marquer le bon choix qu'avait fait le Malatesta. Il lui a fait ce portrait extraordinaire qui a à la fois la rigueur des portraits florentins de cette époque, mais en même temps la concision des médailles antiques. Donc, Piero della Francesca rejoint un peu cet idéal d'éternité qui était l'idéal antique, l'idéal classique. Il sert ici de façon somptueuse. Vous aurez remarqué, je pense, la concision de ce profil, parfaitement identifiable bien sûr, mais au contraire le côté presque abstrait de ce coup traité en colonne, de façon à asseoir la dignité du personnage. Ce portrait, un des seuls, le seul même, dit-on, absolument autographe conservé de Piero della Francesca, est aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. Et sur ce tableau de présentation, Piero signe pour le même Sigismo Malatesta dans le fameux Tempio Malatestiano, c'est-à-dire cette église qui devait contenir la plus belle architecture, la plus belle sculpture et les plus belles peintures de l'Italie fraîchement renaissante. Ça devait être une sorte de manifeste du concert des arts. Dans le Tempio Malatestiano, donc, Piero della Francesca signe cette fresque. La première de lui conservée, c'est le même personnage, Sigismo Malatesta, vous retrouvez ici, en adoration devant Saint Sigismond. Voilà Saint Sigismond dont je vous rappelle qu'il a été roi de son vivant. Quand c'est Saint Sigismond, roi de Thuringe, représenté ici dans toute la pompe de cette royauté, mais vieilli avec une espèce de sagesse absolument étonnante. Je pense inutile de vous montrer ce qui est l'accent formidable de cette fresque, la diagonale si rigoureuse qui suit le lévrier, le geste de Sigismond, pour aboutir ici à l'épaule, puis au regard de Saint Sigismond.
Piero da Francesca ayant utilisé au fond la lumière que lui accordait sur cette paroi le Tempio Malatestiano pour au fond conjurer la semi-obscurité et faire de cette fresque, par cet accent même de lumière extrêmement brillant, faire de cette fresque quelque chose de quasiment irradiant. L'une des plus belles parties, hélas pas la mieux conservée, c'est ceci. J'espère que vous avez juste d'assez bons yeux pour voir qu'il n'y a pas un lévrier, comme on le croit toujours, mais deux. Un lévrier blanc et son exact contraire, un lévrier noir ici. Et à eux deux, ils forment une espèce de motif héraldique d'une beauté absolument extraordinaire. Alors, l'arrêt à Rimini pour la carrière de Piero n'est peut-être pas d'une importance énorme, mais par contre, pour la Renaissance en Italie, c'est vraiment un manifeste extrêmement important. Puis, souvenez-vous, retour en fait à Borgo, et nous allons découvrir maintenant un nouveau retable. Vous vous souvenez, je pense, de ce que je vous ai donné tout à l'heure, j'essaie de vous donner quelques dates en même temps. Piero da Francesca rentre à Borgo, puis doit reprendre la route parce qu'il est appelé par Perugia, et notamment par les religieuses du couvent de Saint-Antoine. Et c'est donc pour Perugia qu'il peint le polyptyque que nous allons aborder maintenant. Ce polyptyque est aujourd'hui d'ailleurs encore à Perugia, à la Galerie nationale de Lombrie. Il était composé de 9 tableaux, il est encore composé de 9 tableaux. Autrement dit, lui aussi, et par chance, n'a pas bougé. Alors je pense inutile de vous montrer une Vierge en Majesté, 4 saints patrons, ça va de soi, une admirable, c'est la plus belle partie d'ailleurs, disons bien, une admirable Annonciation tout en haut et une petite prédelle en 3 éléments, dont vraisemblablement les éléments de gauche et de droite ont été faits par des élèves, l'élément central serait entièrement autographe. La seule chose que l'on suspecte, c'est qu'au cours d'une restauration au XVIe siècle, on aurait détaché le faîte, c'est-à-dire l'Annonciation, qui aurait mal conservé sa jointure, et on l'aurait raccourci de près de 20 cm, ce qui expliquerait cette espèce de curieuse prise du dallage de l'Annonciation dans le cadre. Donc il y aurait eu un raccourcissement. Mais ça n'est pas l'avis de tous les historiens d'art. Alors je vous montre vraiment la plus belle partie, voilà donc cette Annonciation, mais est-ce que vous voyez le progrès fait depuis le fameux polyptyque de Borgo? On a vu le même sujet mais traité de façon complètement conventionnelle tout à l'heure, et en quelques années ici, on a véritablement le chant de l'espace triomphant tel que la Renaissance le chantera, avec cette prise de fuite absolument totale tout au fond de la perspective, prise de fuite qui irradie littéralement toute la composition, le geste de la Vierge, le geste de l'ange, donc une espèce de subjection, je dirais, à l'espace vraiment hallucinante de nouveauté. Ça, c'est un des points déterminants. De même, je dirais, pour son caractère lunaire, pour son caractère si étrange, l'élément de prédelle considéré par tout le monde comme autographe, le Saint François recevant des stigmates, qui est donc le panneau central de la prédelle. Alors là, cette lumière très froide, cette lumière très gris-verte, est aussi une nouveauté sur le plan du chromatisme, absolument remarquable. Bon. Donc vraiment, avec ce panneau de Pérouge, dont je vous ai montré les plus belles parties, l'Annonciation et le fragment de la prédelle, nous avons déjà, je dirais, un peintre en pleine possession de ses moyens. De nouveau, il rentre à Borgo et de nouveau, il reçoit là une commande. Alors, cette commande, c'est un nouveau retable. Je vous signale, vous suivez, j'imagine, tacitement, c'est le 3e. Il y a eu le tout premier retable, la première œuvre commandée, puis il y a eu maintenant le retable de Pérouge, où vraiment alors, il s'affirme comme un maître de l'art du polyptyque. Du coup donc Borgo lui commande un nouveau retable, mais cette fois pour l'église de San Agostino, l'église de Saint-Augustin. Il s'agit en l'occurrence d'un polyptyque, ça tous les textes le disent, d'une dimension totalement indéterminée et d'un nombre de panneaux totalement indéterminé. Car cette fois-ci alors, ce polyptyque n'a pas échappé à l'éternelle histoire de tous les polyptyques. Au cours des siècles, au cours des temps, il a été démonté, coupé, mutilé, divisé, vendu, et ça vient fait le profit d'un curé peut-être, mais pas celui de l'histoire de l'art. Alors, on pense qu'au centre, il y avait une Vierge en Majesté. On pense. Mais certains écrits nous font penser qu'il y avait peut-être une Assomption. De toute façon, ce panneau central a complètement disparu
Quoique innombrables soient les artistes du XVe et du XVIe siècle qui disent que c'était une œuvre bouleversante, eh bien bouleversante ou pas, complètement disparue. Et on pense qu'il y avait des deux côtés de ce panneau central 4 panneaux, 2 à gauche, 2 à droite, représentant des saints. Et ceux-là, nous les possédons, les 4. Saint-Augustin, Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Nicolas. Mais alors la mosaïque est assez affolante. Saint-Augustin est à Lisbonne, Saint-Michel est à Londres, Saint-Pierre est à New York et Saint-Nicolas est à Milan. Vous voyez donc qu'en fait l'explosion culturelle, c'est plutôt pas mal. Lisbonne, Londres, New York et Milan. Je vous en montrerai 2 des 4 parce que ce sont des œuvres très importantes. Et sous cette Vierge et ses 2 fois 2 saints, il y avait une prédelle. 4 panneaux de cette prédelle sont conservés et se trouvent aujourd'hui dans la collection Frick à New York. Alors, pauvre politique de San Agostino, perdu en grande partie, pauvre d'autant plus, nous, parce que vraiment, là, s'affirme encore un bond en avant, je dirais, dans l'histoire de l'art. Déjà tout à l'heure, le retable de Perugia, c'était un immense saut en avant avec ce traitement tellement formidable d'une perspective illusionniste, mais quand on voit la majesté, la grandeur, le côté complètement implacable et insolite en même temps des 4 saints aujourd'hui conservés et divisés, on ne peut que pleurer. Le politique de San Agostino, c'était encore, si je veux dire, un bond en avant. Alors je voulais vous montrer le Saint-Augustin, aujourd'hui gardé à Lisbonne, au Musée national d'art ancien, une œuvre absolument étourdissante, surtout bien sûr à cause du manteau du saint, orné d'histoire du Christ, si vous remarquez. Et si on avait beaucoup de temps, mais on l'a pas, et de très bons yeux, et on les a plus, enfin, je parle pas pour vous, je parle pour moi, ça vaudrait la peine de regarder que Piero s'est amusé à représenter partout en vignettes, en principe brodées, vous le savez bien. Il a représenté en vignettes donc des images qui sont au fond autant de références à son propre passé de peintre. Une annonciation qui, par sa mise en place, rappelle énormément celle de Perugia. Ici, un petit coup de chapeau, semble-t-il, à Fra Angelico dans cette fuite en Égypte. Donc vraiment, il s'est vraiment amusé à faire une sorte de chrestomatie des motifs les plus beaux de l'histoire de l'art florentin en son temps sur le manteau même du saint. Donc déjà ça, c'est une œuvre extraordinaire, mais regardez ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le Saint-Pierre de la collection Frick à New York. À mon avis, c'est un des plus beaux tableaux qu'ait jamais peint Piero della Francesca, donc ça fait d'autant plus pleurer ce retard de Borgo. Un Saint-Pierre incroyable en rouge, ce qui est très très rare sur le plan de l'iconographie, mais bien sûr, Piero en avait besoin pour contrebalancer la mosaïque invraisemblable du manteau de Nicolas tout à l'heure. Il fallait une couleur très forte, il a donc choisi ce rouge, et il a donné vraiment à Saint-Pierre quasiment le caractère implacable d'un Dieu le Père, quasiment le caractère implacable d'un créateur du monde, tellement en fait la force due essentiellement à ce contre-haut tellement hardi est ici consommée. Alors ça, au niveau, disons, de la puissance de l'œuvre, c'est une œuvre extraordinaire. Avec, je pense que vous le remarquez depuis le temps que je cause, des manques assez terribles, des restaurations assez malheureuses. Bon, là, il y a un manque, c'est une évidence, mais ce qui est beaucoup plus gênant, c'est l'ambiguïté de la position des pieds de Saint-Pierre. Toute cette partie-là a été complètement restaurée à la fin du XVIe siècle, mais on sait si mal ce qu'on pourrait trouver dessous qu'on est prudent. Et alors, ces œuvres, Rome non compris, puisque j'allais quand même pas vous montrer la messe de Bolsena de Raphaël en vous disant il y a Pierre au-dessous. Ceci nous amène à la grande apogée, c'est Arezzo maintenant. Et j'aimerais vous parler des conditions dans lesquelles est né ce fameux cycle d'Arezzo. Ce n'est pas compliqué, mais simplement il vaut la peine de savoir. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent nous a amené de l'extrême jeunesse en tant que peintre de Piero, c'est-à-dire vraiment la sortie d'atelier avec le premier politique de Borgo, jusqu'à vraiment cette pleine possession de ses moyens dans les 35 ans à peu près, je dirais, qui est donc le moment du politique si mystérieux de Borgo aussi, mais de l'église San Agostino. Et nous sommes donc en 1462. Date repère, maintenant, nous sommes en 1462. Et c'est la première date absolue que je puisse vous donner. C'est la première date que tous les documents mentionnent. Alors, nous sommes à Arezzo.
Et à Arezzo, vous savez, il y avait de grandes familles de marchands. Parmi ces familles de marchands, une était particulièrement illustre parce que riche et puissante. Le marchand d'épices, Baccio di Maggio, songe à son testament et décide de léguer à la grande église de Arezzo, l'église San Francesco, l'église Saint-François, une somme importante pour que, enfin, la chapelle du cœur soit ornée d'un vitrail digne de ce nom, et puis que s'il reste un peu d'argent, on y fasse quelques fresques pas trop mal, autant que possible. Puis le marchand meurt, et son fils, Francesco di Maggio, commence bien sûr à répondre aux volontés de son père. Le vitrail sera fait par un cartonnier français et sera une tellement bonne affaire qu'il restera beaucoup d'argent pour les fresques. Et c'est ce Francesco di Maggio qui se fait en fait recommander Piero della Francesca, qui revient de Rome. Alors, comment est-ce qu'un peintre qui sort avec la bénédiction d'un pape peut aller finir comme ça chez un marchand d'épices? Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, il faut simplement savoir que à Rome même, dans les ateliers pontificaux, Piero a beaucoup travaillé avec un peintre dont il a complètement éteint la carrière. C'est un peintre bien, mais pas très génial, il faut dire, qui s'appelait Biccio di Giorgio. Et ce Biccio di Giorgio, ayant terminé le travail pour Pie II, rentre chez lui à Arezzo. Quand Biccio di Giorgio apprend qu'il y a de l'argent pour faire un cycle de peinture et qu'on le lui propose, il dit « moi non, moi j'ai prouvé que j'étais un médiocre, moi non, mais Piero della Francesca, oui ». Et donc c'est pas le rival, quelle humilité chez ce rival, mais c'est par le rival en fait que Piero della Francesca entre en contact avec la famille di Maggio et commence à préparer le sujet. Le sujet, c'est ça qui est le plus important, c'est commandité d'avance, c'est la légende de la croix. Autrement dit, l'histoire qui précède en fait toute la passion du Christ et l'histoire qui suit toute la passion du Christ. C'est très simple, on va suivre ce bois de la croix depuis Adam jusqu'au bas empire romain, c'est-à-dire jusqu'à l'empereur Héraclius. C'est pas une invention de Piero della Francesca, cette histoire. Elle est, si je veux dire, très dans les mœurs à cette époque-là. En fait, elle a été écrite et rédigée par un personnage qui s'appelle Jacopo da Vorazze, qui était archevêque de Gênes au XIIIe siècle. Le nom vous dit certainement pas grand-chose, mais quand je vais vous donner sa transcription française, ça ira tout de suite mieux. C'est Jacques de Voragine. Nous l'appelons Jacques de Voragine. Et c'est lui qui a écrit La légende dorée. Autrement dit, cette compilation formidable de toutes les mythologies qui entourent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la vie des saints. Ce trésor d'iconographie chrétienne qui a été rédigé aux environs de 1270 par cet immense humaniste avant la lettre qui était donc Jacques de Voragine, ou si vous préférez, ça fait quand même moins colonialiste, Jacopo da Vorazze. Alors, l'histoire de la légende de la croix était très, très écoutée, très relue, très retraitée dans les années 1460-70, pour une raison bien simple. Ce pape Pie II, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure et dont je dois vous reparler maintenant, était un pape très politique. Et l'une des volontés de son pontificat était d'arriver à la réunion de l'Église d'Occident qu'il représentait et de l'Église d'Orient que représentait Constantinople et son patriarche. Autrement dit, Pie II était infiniment favorable à la création d'un nouveau mouvement de croisade allant délivrer Jérusalem de l'emprise des Turcs. Et Pie II s'est dépensé sans compter, par bulles, par encycliques, par voyages, par tout ce que vous pouvez imaginer, pour tenter de créer ce mouvement de libération de Constantinople, accessoirement de Jérusalem et des lieux saints, de façon, et c'était ça son véritable but, à réunir enfin les deux églises devenues schismatiques, l'église orientale et l'église occidentale. C'est pourquoi d'ailleurs il avait invité à la cour pontificale un personnage formidable qui était l'archevêque de Nicée, un vrai oriental, un vrai représentant de l'église d'Orient. Il en avait d'ailleurs fait, lui le pape, le patriarche de l'église d'Orient. Ce personnage, c'est Bessarion, dont vous avez certainement entendu parler, car il demeure le plus grand humaniste de l'histoire de la Renaissance.
C'est lui qui a notamment ouvert à la culture grecque, à la culture byzantine et curieusement à la culture arabe tous les grands humanistes du XVIe siècle. Donc le rôle de ce Bessarion est immense. Eh bien, c'est entre Pie II et Bessarion qu'on va relire la légende dorée, qu'on va retrouver l'histoire de la croix, qu'on va retrouver cet exemple de ferveur qu'il faut avoir à l'égard de la croix et donc du Golgotha et donc de Jérusalem, et qu'on va en fait soutenir la nouvelle croisade. Donc le choix de la légende de la croix à Arezzo, c'est une propagande pour la nouvelle croisade de Pie II. Et ça, il faut le savoir, parce que sinon on se demande bien pourquoi, au lieu de peindre Saint François comme tout le monde, il est allé chercher une histoire à la fois aussi complexe et en fait aussi invraisemblable. Maintenant, cette histoire-là, évidemment, vous avez le devoir, si j'ose dire, de la connaître. Donc, nous voilà devant l'église San Francesco, c'est pas grand-chose, faut dire. Voilà l'intérieur de l'église San Francesco, c'est pas grand-chose encore. Oh, il y a quand même 2-3 jolies petites gothiqueries. Et on s'approche, bien sûr, de ce cadeau formidable de Baccio di Maggio, c'est la chapelle de chœur. Et c'est dans la chapelle de chœur que nous allons découvrir, en fait, les fresques de Piero. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous montrer ces fresques, mais non pas en vous disant à chaque fois « Oh, la belle diagonale, oh, le beau point de fuite, oh, le beau bleu, oh, le beau rose », on va décider que ça vous y arrivez plus que bien par vous-même. Mais par contre, et ce qui pour une fois me paraît très important, en vous racontant ce qui est montré, c'est-à-dire en parlant surtout d'iconographie, et qu'une bonne fois, la complexité de cette légende de la croix vous soit un peu plus familière. Et vous verrez avec quel génie d'ailleurs Piero l'a traité. Juste auparavant, j'aimerais simplement vous signaler, les murs sont donc peints, ce sont les deux latéraux, ici, et même l'arc de la grande fenêtre, qui a des scènes extrêmement importantes. Le plafond, par contre, n'est pas de Piero della Francesca, il date d'avant, et il est certainement une œuvre de Biccio di Giorgio, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a renoncé à cette décoration au profit de Piero. Ajoutons que l'état de conservation est catastrophique, que l'ignorance des Arétins pour le chef-d'œuvre qu'ils avaient jusqu'au milieu du XIXe siècle fait que les os se sont infiltrés, les moellons se sont décellés, on a mis des crampons de fer n'importe comment dedans, puis on les a enlevés et trop vite sans voir comment le mur allait travailler, ça s'est effondré, on a replâtré. Donc vraiment, c'est dans un état de conservation lamentable. Les dernières restaurations datent des années 40-50 de notre siècle et n'ont pas été les plus heureuses que l'on puisse imaginer. Donc c'est un chef-d'œuvre en péril et vous savez qu'on a le projet, et certainement la chose va être faite, de fermer à partir de mai prochain entièrement Arezzo pour 2 ans, pour une restauration qui se veut une restauration idéale. Donc, vous voyez, il y a de terribles manques dans les fresques. Vous verrez aussi un état de chromatisme qui va, mais vraiment du plus pâlichon au plus coloré, je dirais. Ne pensez pas qu'il s'agisse d'une question de lumière, ou pire que ça, d'une question de diapo. C'est une question tout simplement d'usure due aux moisissures maltraitées au cours des restaurations successives. Alors, vous faites simplement quelques efforts et nous y arriverons très bien. Nous sommes au premier acte de la légende de la croix avec ce premier tableau, tout en haut du mur, dans la lunette, pourrait-on dire, et l'histoire est la suivante. Adam est arrivé aux dernières heures de sa vie, il a 930 ans, comme vous le savez sans doute, et il demande, assisté qu'il est par son épouse Ève, à son fils Seth d'aller au paradis chercher l'huile balsamique de miséricorde qui lui permettra de reposer en paix. Seth part, va chercher cette huile, s'adresse donc à l'ange qui garde la porte du paradis. Lequel ange refuse la miséricorde à Adam, mais lui donne un rameau en lui disant « Ce rameau, mets-le dans la bouche de ton père, laisse ce rameau germer, et lorsque ce rameau donnera ses fruits, et son plus beau fruit, alors Adam pourra reposer en paix. » Très important, bien sûr, cette prophétie, pourrait-on dire, de la légende dorée, donc de Jacques de Voragine, puisque vous pensez bien que c'est le roi de la croix qu'il s'agit. Et vous devinez, plutôt que vous ne voyez, vous devinez Seth mettant le rameau de l'arbre dans la bouche de Adam, ici, entouré de personnages. Et Piero s'est amusé, j'ose dire, à représenter l'arbre en train de pousser.
Toute la composition est ici occupée, était occupée, il faut le dire, par un arbre formidablement dentelé, un peu dans l'esprit de ces arbres de pierre que le gothique triomphant fera connaître, par exemple, aux fenêtres de cloître ou aux fenêtres de chœur. Maintenant, quelques petits détails pour la beauté des choses. Voilà cette mort d'Adam, assistée d'Ève, et j'espère avoir été clair. Un fils d'un papa de 930 ans n'a naturellement pas le galbe de ce jeune homme. Seth, c'est celui-là. Voilà Seth ici, et voilà un peu plus visible Seth parlant à l'ange de la porte du paradis. Je pense que du coup, vous pouvez déjà sentir, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher, hein, mais vous pouvez quand même voir du coup les immenses qualités de cette nature, l'immobilisme, cette sorte de rigorisme du temps suspendu qui est tellement particulière à Piero della Francesca, le côté complètement détaché de chacune des expressions, le silence de chacun, autrement dit, si vous voulez, et puis en même temps cette noblesse des attitudes qui est certainement insurpassable. Toujours est-il que ceci nous amène au panneau numéro 2. L'arbre a grandi et poussé et fait ses rameaux jusque sous Salomon, ce qui fait déjà pas mal de temps. À l'époque de Salomon, il gênait. On a donc décidé de le couper. Et de son fût, on a tiré un magnifique madrier. Mais ce madrier, chose bizarre, n'a jamais pu être utilisé en architecture. Il était toujours ou trop grand ou trop petit, mais jamais de la bonne taille. Ce qui fait que, lassés, les constructeurs de Salomon l'ont fait jeter par-dessus le bras d'un petit lac devant Jérusalem, le lac de Siloé, et il servait de pont, tout simplement. Un beau jour, la reine de Saba est venue voir Salomon. Elle arrive avec son train devant le lac Siloé, et devant ce fameux petit pont, et tout d'un coup là, elle a eu une illumination. Sur le bois, elle voit le corps miraculeux d'un être mort. Autrement dit, elle voit le Christ. Elle prophétise le Christ. Alors elle tombe à genoux devant ce bois, refuse de passer, passe donc par voie d'eau, et arrivée enfin devant Salomon, lui raconte sa vision. Alors voilà ce que Piero nous a raconté. Voilà le cortège de la reine de Saba, voilà ses palefreniers, voilà la reine elle-même et ses dames, et ici, et voilà ce bois complètement en perspective, comme vous pouvez voir, cet énorme madrier sur le petit bras du lac Siloé. Et selon un procédé très propre à Piero della Francesca, la scène se coupe donc en deux histoires, pourrait-on dire. Voilà donc la reconnaissance du bois de la croix, et voilà, dans un intérieur palatial merveilleusement classique, la reine de Saba racontant à Salomé la vision donc qu'elle a eue du corps du Christ. L'immense beauté, je n'entre au détail, on va maintenant s'approcher, surtout et d'abord de ce groupe de cavaliers où personnellement je ne peux pas m'empêcher de voir un hommage de Piero a Uccello, c'est un peu ce même type de chevaux si majestueux qu'ils en sont comme fantastiques, ou en tout cas apparitionnels. On va donc voir, voilà, ici les chevaux, avec ces perspectives étonnantes, mais vous avez l'œil un peu fait à cela, parce que c'est des perspectives comme celle-ci qu'on a admirées mardi passé dans la bataille de San Romano, les palefreniers, dont le dessin est très beau, où j'aimerais justement vous faire voir, notamment dans les portraits de ces utilités que sont ces personnages qui ne sont pas à proprement parler des acteurs, mais qui assistent tout simplement, utilité au sens théâtre. J'aimerais vous montrer leur indifférence. J'en ai parlé déjà tout à l'heure dans la fameuse mort d'Adam. C'est encore plus visible ici. La reine est en train de bramer d'émotion et le palefrenier regarde le lointain comme cela. Et vous verrez, on meurt de la même façon chez Piero della Francesca, avec cette espèce de sublime détachement. J'en reparlerai bien sûr un tout petit peu plus tard. On glisse vers la droite, voilà le groupe des dames entourant la reine de Saba, stupéfaite, je dirais bien, par son attitude. Voilà la reine de Saba, et vous savez qu'avec cela, avec ce portrait, on a l'une des plus belles têtes, l'un des plus beaux profils, en tout cas, de l'histoire de la peinture renaissante en Italie. C'est à mettre au même niveau que la Tornabuoni de M. Tissin, la même pureté, le même détachement de la ligne, la même suprême aisance dans le traitement du modelé, et quand on y regarde de très près, surtout que là miraculeusement c'est très peu restauré, vous remarquerez qu'on voit parfaitement bien les innombrables hachures de couleurs que Piero della Francesca multipliait sur son plâtre pour arriver à l'absolue douceur de ce modelé. C'est une peinture de maître absolument formidable. Et juste à côté de la reine de Saba, voilà, très connue aussi comme détail,
ces suivantes, ce train de suivantes où j'aimerais de nouveau vous faire remarquer cette sublime indifférence dont nous aurons à vous parler. On glisse toujours vers la droite, toujours le même tableau bien entendu, avec la narration à Salomon. Voilà donc la reine ici penchée, et voilà la cour de Salomon et bien sûr la cour de Saba. Formée uniquement de femmes, je vous rappelle que la Bible elle-même dit bien que Saba était un matriarcat farouche. Et voilà le détail central, Salomon est la reine. J'aimerais juste vous faire remarquer, parce que beaucoup d'historiens d'art le remarquent, Salomon est nettement le même modèle que le Saint-Pierre du deuxième polyptyque de Borgo. Même personnage absolument. Et nous le retrouverons d'ailleurs plusieurs fois dans la carrière de Pierrot, comme s'il y avait au fond un certain nombre d'archétypes humains que Pierrot a traqués sous différentes appellations et désignations au long même de son développement. Troisième tableau maintenant, et ça c'est un des plus hallucinants à mon avis. Salomon a compris la portée de la vision de la reine de Saba, il fait donc retirer le bois du pont. On retire ce bois pour le mettre à l'abri. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est les charpentiers retirant le bois du lac de Siloé, et non pas le portement de croix. Seulement, ce qui est justement extraordinaire, c'est l'ambiguïté avec laquelle Pierrot a traité ce sujet-là. Il l'a traité comme une montée au calvaire. Autrement dit, il a fait vraiment du charpentier une sorte de Christ. Il a fait de sa fatigue et de sa peine la peine d'un Christ, et il a même fait, je dirais, de sa chevelure une couronne d'épines, et des nœuds du bois une sorte d'auréole. Autrement dit, il a délibérément joué sur l'aspect prophétique du geste. La croix portée loin du lac Siloé, comme la croix portée beaucoup plus tard sur le Golgotha, sont une seule et même action. Disons que sur le plan iconographique, c'est une des parties les plus géniales, je dirais, de l'ensemble de la légende de la croix. Sur le plan de la technique aussi, simplement excusez les boucles en spaghetti, elles sont dues à une restauration du 19e siècle. On peut espérer d'ailleurs que cette plastaciuta disparaîtra. C'est pas possible que Pierrot ait peint comme cela, aussi systématiquement, ses cheveux. C'est pas possible. Et maintenant, regardez bien, le récit suit juste à côté de ce transport du bois, l'Annonciation. Pourquoi? Parce que selon la légende dorée, lorsque l'ange s'est adressé à la Vierge, il lui a non seulement dit qu'elle allait enfanter d'un enfant qui serait fils de Dieu, mais il lui a révélé qu'un jour il mourrait sur la croix. Autrement dit, le destin de ce bois qu'on vient de voir transporter prend tout son sens dramatique lorsque la Vierge, qui n'a même pas encore conçu, apprend que ce fils qui va naître et qui sera le fils de Dieu mourra en supplicié sur la croix. Donc c'est aussi très extraordinaire d'avoir mis là, en quelque sorte, l'Annonciation. Et regardez, toujours ce magnifique traitement architectural, séparé par une colonne, le monde de l'ange, le monde de la Vierge, et juste au-dessus, formant une sorte de triangle que vous pourrez appeler parfait, l'image de Dieu, qui vraiment est là comme l'image d'une sorte de déterminateur de tout le mythe qu'on est en train de raconter. Je voulais vous montrer d'ailleurs l'image de la Vierge de plus près, parce que c'est aussi une de ces images sublimes qui rappelle beaucoup celle du cortège de la reine de Saba tout à l'heure. Et puis, changement d'époque, continuation du récit. Je me permets de vous raconter que je trouve cette légende si importante que je ne vous épargne pas un des tableaux. Vous voyez l'ensemble, j'ose presque dire comme si vous y étiez, et à la limite mieux que si vous y étiez. Alors, juste à côté de l'Annonciation, ceci. Et j'espère que vous avez encore l'Annonciation assez dans la rétine de votre œil gauche pour vous souvenir qu'au centre de la composition, il y avait une colonne, et qu'au centre de cette nouvelle composition, il y a aussi une colonne. Autrement dit que les deux œuvres, esthétiquement ou si vous préférez plastiquement, sont parfaitement faites pour cohabiter. Et c'est vrai, l'une est à gauche, l'autre est à droite de la paroi du fond, c'est-à-dire la paroi où il y a la fenêtre. L'une est à gauche, l'autre est à droite de la fenêtre. Alors, changement d'époque et changement de décor, le Christ est mort depuis longtemps, si j'ose dire, ce que la légende ne raconte pas. Nous sommes à l'époque de Constantin. Constantin est à la veille de sa bataille la plus décisive, sa bataille contre Maxence pour le sort et surtout pour l'appartenance de l'Empire. Cette bataille va avoir lieu à Pont-Milvius. Constantin a vu que l'armée de Maxence est beaucoup plus nombreuse que la sienne et qu'il y a toute chance pour qu'il perde.
il est très angoissé, mais il dort, et soudain lui apparaît un ange qui lui montre au ciel la croix et le Christ sur la croix, que Constantin, qui est entre guillemets un païen, ne peut pas connaître. Voyant donc une prophétie dans l'apparition de cette croix, Constantin se la peint sur le front, nous dit la légende dorée, la brandit devant lui, la fait porter sur les écus de tous ses soldats, s'élance contre Maxence et le défait complètement. C'est une victoire écrasante sous le signe de la croix. Alors voilà le rêve de Constantin, une des premières peintures nocturnes de l'histoire de la peinture occidentale, avec un personnage complètement clair-obscur, caravagesque avant la lettre, si l'on peut ainsi s'exprimer, et surtout un ange extraordinaire parce que l'ange prend la forme de la croix. Regardez, avec son bras tendu et le traitement des ailes, il est une croix au ciel. Autrement dit, Piero a ici poussé jusqu'à nous montrer au fond le symbole désigné de la croix. Et ce qui me paraît tellement étonnant, l'écuyer qui veille sur le sommeil de son maître voit tout ce qu'on veut, sauf l'ange, bien entendu. Et Piero della Francesca a donc cela en plus en commun avec Caravage, qu'ils ont tous les deux peint des miracles auxquels les assistants, les témoins, ne prennent surtout pas garde. J'ai eu l'occasion de montrer ce jeudi où vous étiez une foule, la semaine passée donc, la vocation de Mathieu de Caravage en disant, regardez les jeunes gens, ils regardent en l'air, ils regardent par terre, mais ils ne voient ni le Christ, ni Matthieu. Ce qui est une façon formidable de montrer un miracle, disons bien. C'est le miracle qui échappe, pourrait-on dire. Bien, voyez que Piero della Francesca, avant cela, a exactement la même attitude. L'écuyer regarde tout ce que l'on veut, mais surtout pas l'ange et surtout pas Constantin. Et donc, le lendemain a lieu la bataille. Alors là, c'est affreusement abîmé, hélas, des manques terribles. Voilà l'armée de Constantin qui avance, regardez bien, parce que là vous voyez l'entier après les détails, mais regardez bien, elle avance avec une extraordinaire lenteur. C'est une armée en procession, pourrait-on dire. Et au fond, c'est assez juste, puisque devant cette armée, il y a Constantin, et que Constantin brandit la croix, qui est ici. Donc vraiment, ce sont presque des anges plutôt que des guerriers. Et bien entendu, le pauvre Maxence et ses bannières en déroute sont tombés sous le pont Milvius, et Maxence, comme vous le savez, je pense, se noiera. Alors, détail de cette bataille de l'immobilité, formidable, parce que les chevaux ont beau piaffer, se cabrer, ils n'en sont pas moins extraordinairement immobiles, extraordinairement lents, en tout cas dans leur développement. De même, et vous le remarquerez au passage d'ailleurs, que les soldats, dont les visages ont toujours cet étrange détachement. Jeu extrêmement habile et assez utschelien, je dirais, entre l'Antiquité et les temps modernes, puisqu'on a aussi bien des habits de fantaisie, qui sont un peu une façon pour Piero de montrer l'habit antique, que des armures parfaitement contemporaines. Donc, mélange bien sûr des siècles, cette bataille est et se veut être complètement intemporelle. Et le plus beau détail peut-être, c'est justement le devant de l'armée, là où il y a un terrible manque. Voilà le Tibre, paysage merveilleux d'ailleurs. Quand on vient de dire que Vlaminck est le premier à avoir osé présenter la nature en distorsion, merci, toujours est-il, voilà, et regardez, voilà le cheval de Constantin, et voilà cette croix qu'il tient du bout de ses doigts. Autrement dit, c'est là, dans cette ligne parfaite, que se trouve l'accent fondamental qui nous amène ensuite à la déroute de Maxence. Bien, changement de décor maintenant, retour à Jérusalem, où, selon la légende dorée, la mère de Constantin, l'impératrice Hélène, ayant su que son fils avait battu Maxence grâce à la croix, veut retrouver la croix. Elle va donc, sur les lieux, interroger les Juifs. Mais les Juifs ne répondent pas. Personne ne se souvient où est le Golgotha. Personne ne se souvient qu'on y a crucifié un Christ entre deux larrons, ou en tout cas, personne ne veut se souvenir. Alors Hélène, qui est une mère attentionnée, décide de torturer tout le monde jusqu'au moment où elle aura retrouvé la croix pour son fils. Beau tempérament. Et vous assistez ici au moment où l'un des Juifs, Judas comme par hasard, est mis dans un puits à sécher pour 6 jours sans boire et sans manger. Et vous assistez à la ressortie le 7e jour. Il y aurait naturellement tellement de choses à dire sur la symbolique de chaque chose dans cette légende de la croix, mais vous pouvez bien penser qu'une fois de plus, le temps me manque. Ressorti donc de Judas, avec au moins un détail qui est absolument étourdissant, c'est le fonctionnaire d'Hélène, ce personnage
absolument angélique de jeunesse, de tendresse et de beauté, et qui néanmoins sort de Judas par les cheveux avec une espèce d'étrange, sublime détachement, une fois de plus. Alors le visage est si beau, je vous l'ai amené. Voilà donc ce visage, où de nouveau j'aimerais que vous remarquiez, et c'est peut-être maintenant le moment de commencer à dire à quel point cela fait penser à la sculpture grecque, mais je dirais plus précisément à quel point cela fait penser à la sculpture grecque archaïque. Vous avez vu vraisemblablement une fois ou l'autre les grands frontons de la sculpture grecque archaïque, par exemple le temple d'Aphaïa à Égine, où on a des batailles formidables, où on s'étripe, mais en gardant cette espèce de sourire qui est le sourire qu'il faut avoir face aux dieux. Eh bien, Piero della Francesca, au fond, utilise cette sorte de même détachement, ce même sourire. Autrement dit, il est vrai qu'il y a chez lui une recherche de classicisme, mais ce n'est pas le classicisme hellénistique de l'époque de l'hôtel de Pergame, ça n'est même pas le classicisme de Phidias de l'époque des Panathénées, je dirais que c'est avant cela, ce classicisme encore teinté d'archaïsme, où au fond, la convenance et le canon voulaient que l'on sourit même en mourant. On s'en paraît extrêmement net dans ce personnage-ci. Toujours est-il que tout d'un coup, le 7e jour, Judas a la mémoire qui lui est revenue. Il amène donc, bien entendu, Hélène au Golgotha. Il en profite d'ailleurs pour se convertir, soit dit entre nous. Et on fouille et on ressort 3 croix. 3 croix sont ressorties ici devant la piété esbaudie des archéologues et notamment de l'impératrice Irène. Seulement, bien sûr, problème, laquelle des 3 est la croix du Christ? Hélène, qui ajoute un sens pratique étonnant à son esprit de décision, décide de mettre les 3 croix sur la place publique et on verra bien, bel et bien, un cortège funèbre passe, on va enterrer un très jeune homme. Il passe dans l'ombre de la première croix, rien. Dans l'ombre de la deuxième croix, rien. Dans l'ombre de la troisième croix, il ressuscite. C'est donc la croix du Christ qu'Hélène vient de retrouver. Alors voilà exactement ce qui est raconté. Invention, c'est-à-dire découverte de la croix ici, et miracle de la résurrection du jeune homme à droite, devant une architecture absolument phénoménale, qui est d'ailleurs entièrement inspirée de l'architecture de Michelozzo, ce fameux grand architecte des Médicis dans la Florence de son temps. Je me permets d'ailleurs de vous signaler, parce que ça doit vous intéresser, que la ville qui est là est naturellement Jérusalem, mais c'est en fait Arezzo. Arezzo, où on reconnaît même la façade rouge brique de San Francesco. Autrement dit, c'est un contenant dans le contenu. Alors, des détails maintenant. Voilà l'invention de la croix, avec l'impératrice Hélène ici. Un nain, assez curieux d'ailleurs, là. Judas, le juif converti, ici. Au-dessus, voilà, la représentation d'Arezzo. Vous avez vu tout à l'heure le document qui vous montrait la façade de San Francesco, donc vous la reconnaissez, je pense, extrêmement facilement ici. Et voilà la partie de droite avec l'étonnante résurrection du jeune homme mort au passage en fait dans l'ombre de la croix. Et de nouveau, vous constaterez que toute la recherche de Piero della Francesca est de faire cohabiter le mouvement humain avec cette sublime translation qu'est l'architecture idéale dont il va bientôt être l'un des plus grands défenseurs. Le dernier épisode, car on est au bout, est encore plus tard. Donc après l'histoire d'Adam, après l'histoire de Constantin, nous sommes encore plus tard. Le roi de Perse, un peu païen comme il se doit, pour Pie II, ce roi de Perse, c'est le Mahométan, autrement dit, c'est l'horreur. Le roi de Perse, Khosroès, a volé la croix et il en a fait le décor de son trône. Le très chrétien empereur Héraclius a décidé de la reconquérir. Une bataille, bien entendu, s'ouvre. Héraclius remporte la victoire et finira en faisant décapiter Khosroès et en lui reprenant la croix. Or, l'essentiel de ce double tableau, car c'est comme tous les autres un double tableau, bataille et victoire, l'essentiel de ce double tableau, pour Piero, c'était la bataille. Et je crois que c'est là que l'on peut goûter au mieux cette fameuse convenance du sourire, cette convenance de l'immobilité dans quelque chose qui est pourtant, paraît-il, un massacre. Car vraiment, et cette fois-ci, il y a dans la composition du sang des blessés et des morts, mais toujours avec ce détachement du sourire. Partie gauche avec
un merveilleux joueur de trompe, comme vous pouvez voir, à l'étrange bonnet, et une splendide représentation de chevalier en armes à ses côtés. Partie centrale avec des guerriers dont les attitudes sont nettement, plus que nettement, inspirées des grands bas-reliefs de l'Antiquité. Aussi d'ailleurs des orientaux, comme ce curieux perse, je veux bien croire que c'est un perse, mais à allure chinoise, admettez quand même, visage classique complet du très jeune homme du centre ici. Le centre de la mêlée même, le voici, avec notre chinois de tout à l'heure, en train tranquillement d'achever un des soldats perses, un des soldats du roi Khosroès. Voilà, la mêlée arrive ici à son comble avec les chevaliers, les armes sont en train de tomber, déchirées d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, et nous sommes quasiment à la porte du palais de Khosroès qui se trouve là. Et le palais, à droite, nous y voici maintenant, et regardez, c'est très étonnant, le palais de Khosroès est simplement représenté par une sorte d'arche dans l'espace, un trône vide, extraordinaire, ce trône vide fatidique, pourrait-on dire, et regardez, au pied de ce trône, Khosroès vaincu, s'apprêtant à être décapité par les bourreaux de Héraclius. Quant à l'objet de toute la bataille, c'est donc ce décor du trône qu'est la croix. Voilà la croix volée par Khosroès est mise à côté de son trône pour faire bon poids, bonne mesure, c'est-à-dire il pensait pouvoir en tirer un pouvoir de plus. Mais je dois dire, ce trône vide sous cette architecture fantastique, alors c'est vraiment une architecture fantastique, elle est en suspension, mais certainement un des très très grands moments de l'histoire. Et dernier panneau, nous refinissons tout en haut, au fond, juste en face de la mort d'Adam. L'empereur Héraclius ramène la croix à Jérusalem, voilà donc le train de l'empereur, voilà Jérusalem. Les habitants de Jérusalem viennent la recevoir et s'agenouillent devant elle. Quant à Héraclius, il porte, vous voyez bien, l'habit blanc des pèlerins, mais aussi l'habit blanc des croisés, et il est pieds nus, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment le geste d'humilité d'un empereur qui renonce aux vaines pompes de ce monde pour venir remplir sa mission de chrétien. Ainsi se termine le cycle de la légende de la croix. J'espère avoir réussi ce cycle. En fait, je ne vous ai pas montré à chaque fois l'intérêt des diagonales, c'est vrai, j'ai assez même peu parlé de peinture, c'est vrai aussi, mais qu'une fois, je répète, une lecture un peu iconographique, surtout pour une histoire aussi complexe en temps, d'époque et de décors différents, vous deviennent un tout petit peu plus clairs. Il a commencé, notre Pierrot, en 1462. Nous sommes en 1466 maintenant. 4 ans pour peindre le cycle que vous venez de voir. Et donc, inutile de dire, c'est pas fini, nous allons maintenant avoir la suite. Il faut savoir que, dans un premier temps, ce Piero della Francesca, qui est célébré partout maintenant comme l'un des plus grands peintres de tous les temps, qui est révéré même, je dirais partout, comme un des plus grands porteurs d'images de tous les temps, va avoir le besoin de se reprendre. Donc au lieu de profiter pour aller prendre de l'embauche chez le pape ou prendre de l'embauche chez les Médicis, à une cour vraiment digne de ce nom, il rentre à Borgo San Sepolcro et les œuvres suivantes qu'il va faire, il les fera pour Borgo. Donc 1466 à 1470, des œuvres faites pour chez lui, mais absolument bouleversantes. Voilà, une des œuvres assez étonnantes de cette période, retour à Borgo, c'est Hercule, tout simplement. Alors, ce petit morceau de fresque détaché de son mur original est aujourd'hui à Boston, dans le musée auquel j'emprunte régulièrement d'ailleurs des œuvres, c'est Isabella Stewart Gardner Museum, celui qui a perdu son Werner, comme je vous le dis tous les mardis. Alors, Madame Isabella Stewart Gardner avait eu le nez d'acheter ce bout de peinture anonyme qui s'est révélé être un autographe de Piero della Francesca et la seule fresque de Piero della Francesca à sujet profane. Ce que nous savons maintenant que les études ont été faites, c'est qu'il doit s'agir d'une série d'êtres, comment dire ça, une série de preux, c'est-à-dire des personnages qui, dans l'histoire, ont marqué leur courage, leur constance et leur vertu, peints à l'intérieur d'un corridor d'une maison de Borgo San Sepolcro qui était vraisemblablement la maison de Piero della Francesca. Donc ça aurait été un décor pour sa maison. Tout aurait disparu, sauf cet Hercule, et encore, l'Hercule est gardé jusqu'à mi-mollet, parce qu'au XVIIIe siècle, on lui a percé une porte dans les pieds. Alors il reste la partie supérieure, et je dois dire une fort belle peinture, mais pas trop bien exposée, je dois dire, à Boston. Puis, et regardez ça,
Puis donc, toute fière d'avoir son Piero dans ses murs, la ville de Borgo lui demande une nouvelle œuvre pour le palais des conservateurs, l'hôtel de ville si vous préférez. On demande donc une résurrection du Christ. Et bon enfant, on peut le dire, Piero della Francesca, qui pourrait avoir mieux à faire, plus glorieux et surtout mieux payé, accepte néanmoins et livre une fois de plus un chef-d'œuvre. Voilà cette fameuse résurrection du Christ, dont je vous avais dit, souvenez-vous, gardez un petit bout de celle de Giotto du premier mardi dans l'œil, car quand on parlera de Piero, vous verrez. Eh bien, souvenez-vous, les soldats qui dormaient au pied du sarcophage du Christ chez Giotto avaient les mêmes poses que ceux de Piero. Preuve au fait une sorte d'hommage, pourrait-on dire, par Piero della Francesca à l'immense Giotto des générations passées. Pourquoi ce sujet bizarre dans un hôtel de ville? Tout simplement, je vous rappelle, la ville s'appelle San Sepolcro, Saint-Sépulcre. Et donc, selon la légende, elle aurait été fondée par deux pèlerins rentrés du sépulcre. Donc, le sépulcre est un emblème absolument courant à Borgo. Et donc, c'est presque un drapeau de Borgo qui nous est représenté ici. Une œuvre en tout cas extraordinaire, construite complètement sur une sorte de pyramide d'une infinie majesté, regardez, suivant ici les lignes des soldats, pour aboutir, si vous remarquez, à la blessure au flanc du Christ. Meilleure façon de montrer son sacrifice. Et avec des choses très énigmatiques, l'une que j'aimerais quand même vous montrer, l'idée de retour à la vie est emblématisée par Piero. Les arbres à la gauche du Christ sont secs, les arbres à la droite du Christ sont en fait en pleine efflorescence, de la mort à la vie, c'est la résurrection. Enfin, c'est une œuvre absolument capitale et une des plus belles du maître. Si je vous ai amené le détail, c'est simplement parce que presque tous les historiens d'art aujourd'hui s'accordent à reconnaître dans cette thèse-là un autoportrait de Piero della Francesca. Donc ce serait un des seuls, pour certains, le seul autoportrait que Piero aurait inclus dans ses compositions. Donc, la première œuvre, c'est pour sa maison, Hercule. La deuxième œuvre, c'est pour l'hôtel de ville, la résurrection. La troisième œuvre, c'est pour tout près de là, un tout petit bled qui s'appelle Monterchi, qui a un cimetière et une chapelle expiatoire, une nouvelle fresque que vous avez sous les yeux. Mais cette petite chapelle, à l'époque déjà, était entourée d'une infinie révérence de la part de tous les gens de la province et de tous les gens de l'Italie, car elle contenait l'image d'une vierge miraculeuse qui aidait à la délivrance les parturiantes malades. Autrement dit, elle était bénéfique aux femmes en voie d'accouchement. La petite statue était une statue byzantino-gothique qui était sur le maître-autel, et on demande à Piero de faire derrière le maître-autel un tableau qui montre la Vierge enceinte pour, au fond, aider à calmer l'appréhension, l'angoisse, la peur des futures parturiantes. Et donc, Piero peint ceci, une tente somptueuse que deux anges ouvrent pour, au fond, faire avancer vers nous cette Vierge, qui a dû délasser sa robe, tant son ventre, en fait, tant, comme vous pouvez voir, elle montre d'ailleurs ce ventre. À l'époque, tout le mur de l'hôtel était peint par Piero en faux porphyre, et devant il y avait cette tente. Donc, vous voyez, l'illusion est donnée l'impression d'un œuf, elle est ovoïde cette tente. Et les deux anges ouvraient cette tente, révélant au fond l'espace intérieur dont surgissait la Vierge. Donc au fond, vraiment, l'impression de venue en avant, l'impression de bénédiction de cette Vierge qui offre son ventre au ventre des autres, était absolument nette à l'époque. Aujourd'hui, c'est très aseptisé parce qu'on a vraiment choisi de ne détacher que la partie centrale, hélas. Et puis, sur le plan idéologique, il faut bien dire qu'une fois de plus, cela sert admirablement les idées de Pie II et les idées de l'Église du temps, qui étaient d'allier l'Ancien au Nouveau Testament. Naturellement que l'alliance Orient-Occident présupposait aussi l'alliance et la complémentarité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors donc, Jérusalem est le temple de l'Ancien Testament et le ventre de la Vierge est le temple eucharistique du Nouveau Testament. Donc, si vous voulez, Pie II encourageait ces représentations de la Vierge parturiante qui, au fond, représentait le temple eucharistique du monde du Nouveau Testament, dont il était, lui, et le défenseur et le dépositaire. Toujours est-il une peinture absolument superbe,
très restauré et très rédit au cours des siècles, semble-t-il, qui, hélas, ne peut pas bouger de Monterchi. Bien que détachée, elle est détachée du mur, elle ne peut pas bouger de Monterchi. En 1954, dans la fameuse grande exposition Piero della Francesca de Florence, on a essayé, et ça a été une telle émeute dans la province qu'on a renoncé. Les gens de la province ne veulent pas que la Vierge du Parto, que la Vierge parturiente, quitte leur mur. Donc elle est devenue quasiment un peu la mère de leur congrégation. Et maintenant, nous abordons Urbain. C'est la dernière étape, elle sera brève. Piero della Francesca maintenant, oh oui, c'est un homme plus que mûr, j'ose plus vous donner d'âge, parce qu'en règle générale ça vous fait hurler, mais enfin j'entends, il a dépassé 50 ans largement. Il reçoit une flatteuse invitation, celle de se rendre auprès de Frédéric de Montefeltre dans sa cour de Urbain. Piero n'ignore pas, personne n'ignore que c'est une des cours les plus parfaites, une des cours les plus brillantes, une des cours les plus majestueuses et les plus respectables de toute l'Italie. Il décide donc d'accepter. Et juste au passage, il fait un petit saut par Venise. Et alors, pourquoi est-ce que je vous montre maintenant? C'est ce Saint Jérôme est donateur. Simplement que le donateur, c'est Giorgi di Picchio. C'est ce Giorgi di Picchio qui en fait portera l'invitation de Frédéric de Montefeltre à Piero della Francesca. C'est donc une façon de l'en récompenser, pourrait-on dire. Et donc, notre Piero della Francesca arrive chez Frédéric de Montefeltre. Or, je n'ai pas besoin, je pense, de vous rappeler que Frédéric de Montefeltre, c'est un homme d'armes, c'est un guerrier, c'est un condottiere, c'est un homme qui se loue, un peu comme le John Hawkwood que nous avons vu à l'époque de Uccello, mais lui, Frédéric de Montefeltre, est plus, je dirais, fidèle dans ses alliances. Il a vendu sa force au pape et il est fidèle au pape. C'est pour le pape qu'il ira se battre contre les Malatesta de Rimini, c'est pour le pape qu'il s'attaquera à Venise un peu plus tard, et c'est pour le pape qu'il ne remportera que des victoires. Ce qui fait que, en 1474, le pape fait de Frédéric de Montefeltre un duc, le duc d'Urbain. Et dès lors, le château d'Urbain devient, par la prospérité même de son maître, un des châteaux les plus brillants de l'Italie. Tout le monde va passer là, hein, je vous l'ai dit déjà. Uccello y viendra, on a vu ça mardi passé. Piero della Francesca vient d'y arriver, nous le voyons maintenant. Il y a déjà des Espagnols comme Berrughette, il y a des Flamands comme Juste de Gand, par exemple. Il y aura tout jeune Botticelli, et il y aura bébé vagissant Raphaël, né lui-même à Urbain. Donc simplement pour vous dire, ça deviendra une sorte de petite Florence, cette ville de Urbino. Alors je pensais rendre un peu hommage en vous montrant Frédéric de Montefeltre. Et puis c'est tellement parfait, hein. Réussir à lire les dialogues de Platon en armure, je trouve ça sublime. Mais c'est exactement la double destination. Je suis homme d'armes et savant. L'œuvre que vous avez là est espagnole, elle a été faite pour Frédéric par Berrughette. Et le petit garçon, c'est Guidobaldo, le futur successeur. N'ayez pas peur, on ne va pas faire une visite complète, mais je voulais simplement vous montrer ce dans quoi Piero arrive. C'est un palais flambant neuf, devenu duc. Notre Frédéric de Montefeltre se construit un palais absolument formidable qu'il doit à un architecte de Florence qui s'appelle Laurana, un palais d'une perfection en même temps que d'une simplicité et d'une sobriété parfaite. Ça n'est surtout pas la Renaissance, j'ose dire, à la Ferrarese, à la Est, qui est stuquée, dorée, bronzée, etc., etc., etc. Tape à l'œil, si vous préférez. C'est au contraire une Renaissance quasiment franciscaine. Frédéric aime cette sobriété parfaite, et ceux qui l'entourent apprennent à l'aimer. Souvenez-vous que l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, j'avais le temps de détailler pour vous, je pense que vous étiez quand même assez nombreux à l'époque, enfin bref, ça veut dire que vous devez vous en souvenir. On mangeait à des heures infiniment précises, il était interdit de dire des grossièretés, on n'avait pas le droit de boire plus d'une coupe de vin, on devait aller faire de l'exercice tout nu sur les collines quand on avait assez traduit de Platon, autrement dit, une vie extraordinairement réglée à laquelle Frédéric astreignait tous ses hôtes, absolument tous ses hôtes. Mais alors du coup, une cour absolument formidable où le bon ton le plus parfait régnait.
Je vous rappelle, pour en finir, que c'est ce Frédéric de Montefeld et sa cour qui serviront de décor et de prétexte au fameux ouvrage sur le bien vivre à la Renaissance, qui est El Cortigiano, le courtisan de Baldassare Castiglione, c'est-à-dire au fond le post-Machiavel, pourrait-on dire, de la Renaissance. Alors, à l'intérieur du palais, même sobriété qu'à l'extérieur, juste de temps en temps quelques éléments de peinture, comme par exemple ce détail de l'alcôve du lit de Frédéric de Montefeld. À ses côtés vivait cet être qui sera, au fond, à la fois très calme et très effacé, mais en même temps une sorte d'emblème de la beauté de la Renaissance. C'est l'épouse du duc, c'est Battista Sforza, mais qui mourra extrêmement jeune, si j'ose dire, en service commandé, c'est-à-dire en tentant de mettre au jour son 6e enfant. Bon. Et même Guidobaldo nous est montré, ici il est représenté avec Fra Luca Pacioli. Alors, c'est donc dans ce cénacle, présidé par notre prince, servi par les plus grands artistes du temps, que Piero va se retrouver. Et il va se trouver dans un monde formidable. Il va découvrir que tout le monde est au courant des dernières théories de l'art de Florence, tout le monde sait ce que c'est que la perspective, tout le monde sait manier la perspective, tout le monde sait ce qu'il y a de plus progressiste au monde, et il se trouve en fait dans un milieu d'une part de confiance, mais surtout de stimulation formidable. Et quand on lui dit, allez, maintenant, un premier tableau, il livre alors, et vous voyez qu'on finit bien par y arriver, la formidable flagellation que vous avez sous les yeux, et qui était au fond le prétexte du début. Voilà cette flagellation. Alors, vous l'avez déjà vu, maintenant il faut juste que je vous l'explique un peu. Elle est bizarre, c'est une évidence. Le groupe du premier plan est le sujet au deuxième plan est étrange. La présence de ce personnage, dont je veux bien que ce soit Pilate, mais c'est quand même un drôle de Pilate, est aussi étrange. Ce juge qui tourne le dos à tout le monde et qui est pourtant prépondérant, c'est étrange. Quant à ce jeune homme pieds nus et ces deux personnages en train de causer, c'est encore plus étrange. Alors tout a été écrit, je peux vous le dire. Il faut que vous sachiez, et je n'entre pas dans toutes les théories, mais il faut que vous sachiez que le Frédéric de Montefeld avait un jeune demi-frère qui s'appelait Odantonio de Montefeld, lequel avait eu 2 mauvais conseillers. Ces mauvais conseillers l'avaient amené à devenir lentement mais sûrement haï des Urbinates. Il a donc été assassiné au moment d'une insurrection de la noblesse d'Urbain contre lui. Il a été assassiné par un membre de la famille Serafini, d'où le nom de Conjuration des Serafini. Alors, on a pensé, et les historiographes du 19e ont pensé, Frédéric de Montefeld a fait peindre ce tableau à la mémoire d'Odantonio, son demi-frère, qui, mal conseillé, a en fait suivi un destin comparable au destin du Christ. C'est l'idéal d'une explication honnête, en ceci qu'au XVe siècle, personne n'aurait osé mettre en parallèle un prince, si jeune soit-il, connu pour ses débauches, et le Christ. Autrement dit, ça va parfaitement bien à l'époque, j'ose dire, du grand roman bourgeois, mais surtout pas dans la Renaissance. Alors on a cherché, et l'hypothèse à l'heure actuelle est la suivante, et vous allez voir pour vous, ça sera très simple et très clair à comprendre, alors qu'à brûle pour point au début de la conférence aurait été difficile, c'est une fois de plus un appel à l'unification des églises. Le personnage de Pilate au drôle de chapeau, c'est Jean VIII Paléologue, empereur de Constantinople, qui a assisté impuissant à la mise à mort et au martyre de sa ville. Et ça, c'est pas une impression, c'est une certitude. Vous savez que Jean VIII Paléologue était venu à Florence, il avait essayé de marchander l'aide des cités d'Italie et de Florence en particulier, et au passage, plusieurs artistes, dont Alberti, avaient dessiné son portrait. Jean VIII Paléologue, sur tous les portraits que nous avons de lui, porte ce chapeau-là. Cet étrange chapeau à barrette en avant, c'est le chapeau de Jean VIII Paléologue. Donc, c'est simplement lui assistant à la perte de Constantinople, c'est-à-dire au martyre du Christ. Et en fait, le personnage enturbané que vous avez là, c'est le Turc, tout simplement. C'est l'ennemi turc. Et les 3 personnages qui sont là, alors, deviennent beaucoup plus clairs, peut-être un peu moins romantique que l'histoire du jeune prince assassiné, mais vous allez voir, au moins convaincant. Le personnage de droite, c'est le donateur du tableau, aussi simple que ça, Francesco dei Bicci, nonce apostolica. En face de lui, ce personnage barbu à l'étrange coiffure, c'est Bessarion,
ce fameux oriental, venu lui aussi à la cour de Pie II pour essayer d'obtenir le salut de l'Église de l'Orient par l'Église de l'Occident. Donc les deux dialogues et c'est l'Occident parlant à l'Orient. Et ce personnage-là est tout simplement un ange. Un ange, la preuve en est d'ailleurs qu'il est pieds nus comme vous pouvez le voir. Il n'a peut-être pas d'aile, j'admets, mais c'est une figure simplement emblématique. Donc vous voyez que cette flagellation est un tableau à clé et il fallait aller chercher derrière ce message qui est au fond le même que celui de la légende de la croix. C'est exactement les mêmes idées qui sont développées, mais alors avec une grandeur sur le plan de la perspective jamais atteinte peut-être. Et si vous voulez lire des choses totalement définitives sur cet espace-là, sur cette perspective-là, sur ce traitement du noir et du blanc, sur cet étalon d'or que sont les barres de noir dans tout ce blanc, eh bien vous lisez les livres de mon papa, il en a parlé beaucoup mieux que moi. Alors juste, on revoit un tout petit peu que vous goûtiez la beauté de cet espace en noir et blanc plus pourpre, le Christ, Jean-Vite Paléologue, le Turc de dos, admettons, et surtout ces trois personnages de droite, le donateur en habit parfaitement italien d'ailleurs à droite, au contraire l'habit très étrange de ce Bessarion à gauche, est vraiment celui qui est un ange au centre indubitable, ou une figure emblématique, allégorique, ce que vous voulez, mais enfin certainement pas un portrait. Et nous sommes pour ainsi dire au bout. Sachez simplement qu'à la cour d'Urbain, Pierrot aura encore juste le temps de peindre l'une des plus belles vierges qu'il a jamais peintes, la fameuse vierge de Senigallia, pour un petit village tout près d'Urbain, village auquel s'intéressait Béatrice Sforza. Donc, c'est pour faire plaisir à la duchesse qu'il a peint, je crois pouvoir dire l'une des plus belles vierges qu'on ait jamais peintes. Remarquez la sérénité de la Vierge et surtout l'extraordinaire sérénité des anges qui sont d'ailleurs autant de vierges. Ça avait idiot ma phrase, mais je ne sais pas si vous remarquez, le visage de la Vierge semble se reporter et irradier sur l'ensemble des participants de cette composition. Une œuvre absolument formidable. Donc un petit tableau pour la duchesse et un grand tableau pour le duc sur le même sujet. Donc la Vierge de Senigallia pour Battista Sforza et la fameuse Vierge à l'œuf de la Brera pour Frédéric de Montefestre. Alors voilà Frédéric, il est là, en armes. Encore un portrait de lui que je vous montre ici. Et voilà la Vierge avec cet extraordinaire œuf pendu ça, à la coque, entouré, comme vous pouvez le voir, de saints. Il faudrait beaucoup de temps pour vous raconter ce que veut dire ce tableau. Sachez simplement que le projet initial de Frédéric de Montefeld était de se faire construire, à côté de son palais, une sorte de chapelle mausolée. Et il avait eu sous la main l'architecte. L'architecte, c'était Bramante qui passait par Urbain. Et nous avons les papiers par lesquels Frédéric de Montefeld commande cette chapelle à Bramante et commande à Piero della Francesca le tableau pour. Et on dit que Bramante et Piero della Francesca ont pu échanger leurs vues de façon à ce que l'architecture du tableau reprenne l'architecture de l'ensemble. Ça aurait été quelque chose de fabuleux. Mais hélas, Bramante s'en ira, la chapelle ne verra jamais le jour, et c'est aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est à la Brera, mais c'est à l'église San Bernardino qu'on a accroché ce tableau. Pourquoi l'église San Bernardino? Parce que c'est là que Frédéric de Montefeld repose depuis sa mort. Autrement dit, il n'y a jamais eu de Tempio Montefeldiano par Bramante et Piero della Francesca, et c'est bien dommage. Le tableau est donc aujourd'hui séparé du contexte architectural qui aurait dû être le sien. Dernière œuvre à vous montrer, car ce sont les dernières œuvres de Piero della Francesca. C'est un hommage à ces derniers, entre guillemets, patrons. Je veux dire, il est à ce moment-là vraiment un très vieux monsieur, et donc il va rendre hommage à ceux qui, pour la dernière fois, l'ont fait peindre. Un Frédéric de Montefeld comme on n'en a jamais vu, c'est-à-dire vraiment une sorte de dieu créateur sur un immense paysage tout petit, mais qui s'étend à perte de vue devant lui, et à ses côtés, voilà Battista Sforza, une œuvre beaucoup plus faible, tout le monde l'a bien remarqué, tout le monde l'a bien dit, tout le monde l'a bien écrit, mais il y a une explication. Battista Sforza est morte 4 ans avant ce portrait. C'est donc un portrait posthume, et vous savez combien c'est un genre difficile. Il faut être ou bien complètement vénéneux de tempérament, comme Bronzino le sera en pleine période maniériste pour réussir ça, ou bien il ne faut pas le faire. Mais Piero a dû le faire, et c'est tout de même assez miraculeux de voir cette Battista Sforza.
Vous savez que les deux tableaux sont réversibles et qu'à l'arrière de l'un, celui du duc, on assiste à son triomphe. Le voilà en armure, mené par les vertus cardinales, sur un char traîné par des chevaux blancs, dans ce même paysage qui n'en finit plus tant il est étale devant lui. Et pour le compléter, voilà le triomphe de Battista Sforza, traîné, elle, par des licornes, symbole de la pureté de l'âme, comme vous le savez sans doute, et elle est déjà tellement détachée des biens de ce monde qu'au lieu de regarder le paysage, elle est en train de lire. Je vous rappelle quand même que le geste de la lecture, dans une peinture ou dans une sculpture, indique un gisant, autrement dit un mort. Et donc, très vraisemblablement, c'est ce détail-là qui permet de dire Battista Sforza était déjà mort, car le tableau n'est pas daté, mais on sait qu'il doit dire du dernier tableau de Piero della Francesca. Que vous dire après ça? Que Piero della Francesca est rentré à Borgo San Sepolcro, qu'il y a vécu encore pas trop mal quelques années, puis qu'il est tombé malade, il a vu de moins en moins bien, il est devenu aveugle, et on sait même le nom du petit jeune homme qui l'aidait à se promener à travers son atelier ou à travers la ville, qu'un beau jour il a fait son testament, et que 3 mois plus tard, il est mort, disant lui-même arrivé à un âge extrême, il venait d'avoir 70 ans. Alors, quel est son apport dernier? Je crois que son apport dernier est d'avoir fait progresser comme personne l'art de l'espace et de la perspective. Vous connaissez indubitablement ce tableau, il n'est pas de Piero della Francesca, mais il a été peint à Urbino, dans la cour de Frédéric de Montefeltro. Autrement dit, il appartient absolument à toutes ces conversations que les humanistes au service de Frédéric avaient chaque jour. Piero della Francesca avec Uccello, Uccello avec Luca Pacioli, Luca Pacioli avec Bramante, que sais-je encore. Tous ces gens-là étaient fous, ivres de perspective. Et donc, c'est dans ce climat-là qu'a été peint, entre autres, ce tableau miraculeux, une ville plus vide que les villes de Chirico, parce qu'elle est simplement habitée par la perspective. Un champ à cette science nouvelle qu'est la perspective. Et ce tableau formidable sera l'archétype de toute une série d'autres qui, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, seront peints en Italie, comme par exemple celui-ci, aujourd'hui à Berlin, et qui appartient à l'école des marches, mais qui n'est pas du milieu urbain à proprement parler. Et je pense inutile de vous dire, regardez ça, on n'ose plus regarder un Chirico, après c'est vite vu. Enfin, toujours est-il, inutile de vous dire, je pense, que ces merveilleuses villes vides vont faire naître un art qui marquera l'apogée absolue de la Renaissance à Urbain et dans les marches, c'est l'art de la marqueterie. Et naturellement, vous le saviez, il fallait au moins faire traîner la pizza jusqu'aux 3-4 photos de marqueterie de bois que je voulais vous montrer, en hommage à Piero della Francesca, qui au fond a été leur père. Vous savez en effet que le plus grand des marketeurs de tous les temps, Baccio Pontelli, a été commandité par Frédéric de Montefeltro pour venir faire son studio, c'est-à-dire les 4 murs de son bureau. Et nous savons que l'œuvre ayant été achevée en 1476, les documents et les paiements le disent bien, Piero était là. Donc, indubitablement, il a eu son mot à dire, son incidence à avoir sur le développement de ces paysages fantastiques, où de nouveau, le détachement et la rigueur de la nuit sont à proprement parler divins. C'est vrai que le très jeune Sandro Botticelli a aussi collaboré, il était là lui aussi, et certainement qu'il a signé les cartons. Mais connaissant ce que devait être la vie de cour chez Frédéric, il y a certainement autant de Frédéric que de Luca Pacioli, de Piero della Francesca que de Botticelli et de Baccio Pontelli pour créer en commun ce chant à l'espace qui est à ce point phénoménal. Regardez ce paysage, c'est un peu celui qu'on voyait derrière le Duc tout à l'heure. Regardez cette nature morte d'armure, le métal y a la même résonance que dans le tableau de la Vierge à l'œuf de la Brera que je vous ai montré il y a quelques minutes. Et regardez ces armoires entrouvertes laissant apparaître leurs livres et leurs instruments scientifiques. Ce sont celles des Saint-Jérôme, ce sont celles de tous ces intérieurs où vraiment la ligne droite règne en maîtresse. Autrement dit, toutes ces natures mortes, fantastiques, ont cette sorte de rigueur urbanistique dont nous avons vu que Piero était au fond le plus grand maître. Et je dirais même, dans ces ultimes natures mortes, vous avez un hommage rendu à toute sa carrière. Car regardez, on a vu aussi bien tout à l'heure des livres rangés comme étaient rangées les maisons d'Arezzo dans la légende de la croix, que des objets
peint souverainement comme il l'était, par exemple, dans Le Soleil de Constantin, avec même parfois des hommages au passé, notamment au fameux Mazzocchio de Uccello qu'on retrouve ici. Donc, au fond, en créant ce studiolo, le duc s'est offert comme une sorte de résumé encore ouvert, comme une sorte d'emblème du temps suspendu correspondant à ces jours heureux pour lui, où en fait, non seulement Urbain, mais toute l'Italie, non seulement l'Italie, mais le monde entier avait œil sur lui, alors que Piero della Francesca régnait à ses côtés. Ça a été long, mais avouez que ça en valait la peine.